Voilà, nous y sommes d'un plateau à un autre, toujours dans Studio 210 et toujours dans notre rubrique Abattant rompu. Nous recevons ici un pasteur et un apôtre, le pasteur Serge Bienvenu Mbungu, qui est aussi panafricaniste, qui est écrivain, donc il n'est plus à présenter, tout comme l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes de la mission évangélique L'œuvre de Dieu, mais qui a aussi un côté panafricaniste qu'on n'a pas souvent exploité dans cette émission. Bonjour à vous, hommes de Dieu. Bonjour. Alors, la question, surtout avec le pasteur Serge Bienvenu Mbungu, a déjà été évoquée ici sur le retour des afro-descendants. Vous en avez parlé ici, au niveau du Congo, vous en avez parlé très tôt. Et aujourd'hui, ça bouge un peu de partout, dans les Amériques, en Europe et sur notre continent. Et où est-ce que vous en êtes avec les préparatifs, puisque déjà, il y en a qui sont en train de rentrer? Mais déjà, permettez-moi de saluer nos amis téléspectateurs qui nous ont accompagnés dans cet élan. Et c'est aussi l'occasion de saluer le studio 210 avec toute sa machine de guerre, permettez-moi de l'appeler comme ça, et à travers vous, la direction de Télé Congo et le ministère de la Communication qui a permis cet espace à travers lequel nous nous sommes exprimés justement pour que aujourd'hui nous puissions avoir l'écho que vous avez évoqué. Oui, nous parlons du retour des afro-descendants dans le cadre de ce qu'on va appeler le congrès du retour des afro-descendants dans le bassin du Congo, parce que ça fait un bon bout de temps effectivement qu'ils sont en train de faire un effort de ressourcement vers leurs racines. Et c'est plus l'Afrique de l'Ouest qui a été une destination privilégiée jusqu'ici, mais depuis un certain temps, on sent un mouvement vers le bassin du Congo, vers l'Afrique centrale. Alors vous savez que dans cette zone géographique, le Congo a toujours eu un rôle panafricain particulier, ça c'est sans conteste. C'est un peu la particularité de ce petit pays. Il est petit, mais de par sa vocation panafricaine, il devient grand. Ce qui fait que le congrès du retour des afro-descendants, qui était censé s'arrêter en RDC, en commençant par le Cameroun, va être clôturé au Congo-Brazzaville, si tout allait comme on le souhaite. Donc le Congo aura l'insigne honneur de clôturer ce congrès du retour des afro-descendants. En fait, il ne vient pas déjà pour s'installer. En quoi consiste ce congrès? Oui, le congrès justement consiste à explorer les chemins de leur reconquête identitaire. Ils viennent pour explorer. Ce sont les pays les plus attractifs qui vont évidemment les attirer et les accrocher. Ce n'est pas gagné parce qu'on est en compétition. Il y a le Cameroun, on l'a dit pour commencer. Il y a la RDC. Vous savez, ça a commencé par Miami du 14 au 17 octobre. Les trois pays du bassin du Congo, pour commencer, ont été invités à Miami pour discuter des préalables de ce congrès. Et Brazzaville a été un peu la grande absente, pas par la faute des gouvernants, mais si on vous expliquait la genèse de ce congrès à Brazzaville, vous comprenez pourquoi on n'a pas été présent à Miami, parce que c'est un peu à l'arraché que la chose est arrivée au Congo. Le Congo que les Américains connaissaient jusqu'ici, c'était le Congo Kinshasa. Et c'est donc avec votre communication et tout ce qu'on a pu faire ici qui a fait que le Congo-Brazzaville puisse se faire entendre. Et avec l'histoire de Luango, vous remarquez que le congrès au Congo va avoir lieu à Luango, parce qu'il y a cette dimension historique de la baie de Luango qui s'en mêle. Et donc, nous sommes en train de rattraper un peu le temps qu'on a perdu par rapport aux autres, parce que Kinshasa a promis un accueil sans égal
aux afro-descendants, puisque là-bas, c'est le ministère de l'intégration sous-régionale qui est en train de s'occuper du dossier. Et au Cameroun, c'est le ministère des Affaires étrangères qui s'occupe du dossier. Au Congo-Brazzaville, on a eu quelques difficultés pour communiquer avec le gouvernement, ce qui explique, je venais de le dire, notre absence à Miami. Et donc, depuis, le contact a été établi avec le gouvernement. J'ai eu vent que vous devrez, je pense, être reçu au niveau du ministère de la Culture, mais je pense que c'est à vérifier. Oui, les contacts sont établis, mais puisque la démarche que nous avons introduite voulait que l'on commence par les plus hautes autorités de l'État, or le calendrier à ce niveau-là a été très chargé. Le chef venait de rentrer de Glasgow il n'y a pas longtemps, il est reparti. Et donc, malheureusement, on a été compris dans notre propre piège. Voulons commencer par le sommet. Mais nous pensons que d'ici là, les choses vont bouger parce que les contacts sont vraiment permanents. D'accord. Apôtre Richard Silas Saint-Eudes, le peuple du Studio 210 se demande en ce moment-là, je vois les questions dans la tête de Jean Marley Akonzo Bambi, dans la tête de Didi Pina Silas ou le Thomas Milandou qui nous suit depuis Cotonou. Comment le pasteur Fila se retrouve dans ces histoires-là, des Noirs, des Afro-descendants, de retour au pays et tout ça? Bien, merci. C'est juste que Dieu a un plan souverain en ce qui concerne la gouvernance de l'humanité. Dieu a un plan souverain en ce qui concerne la destinée de l'humanité. Il a un autre plan qui concerne le salut par Jésus-Christ seul, mais quand il est question de survie, quand il est question de libérer des peuples et de bénir les peuples d'une certaine manière, Dieu ne regarde pas de religion, il ne regarde pas des confessions de foi. C'est comme ça que depuis les temps passés, en passant par Cyrus, Darius, etc., jusqu'à l'époque de Hérode et plus proche de nous, on était sous le communisme et Dieu a permis le mouvement de la démocratie. Et certains murs sont tombés. Au fait, les politiques ont célébré pour les uns une liberté, pour les autres c'était comme une défaite. Bref, mais Dieu poursuivait un plan en passant par le politique pour libérer les peuples, pour que le peuple gouverne. Et nous y sommes. Donc, nous, en tant que spirituels, en tant qu'hommes de Dieu, nous avons un regard autant prophétique que politique. Nous savons qu'ici, il n'est pas question du salut. Lorsque quelqu'un se noie, pour le sauver, on ne regarde pas à sa foi, on ne regarde pas à sa race. Donc, il est question du salut de l'Afrique du point de vue économique, du point de vue social, parce que l'Église est aussi citoyenne. Donc, à cet effet, nous sommes là en tant qu'hommes de Dieu pour proposer un regard divin sur tous ces mouvements que le monde connaît. Dieu se réserve le dernier mot. Nous avons vu dans l'histoire, il y a eu plusieurs mouvements. Ceci ne sort pas du néant historiquement. Nous savons qu'au Libéria, bien avant le Ghana avec Kwame Nkrumah, il y a eu quelqu'un que nous ne connaissons, que nous n'avons connu que plus tard. Pour certains, ça sera la première fois d'entendre parler de Marcus Garvey, qui avait commencé déjà dans les 1800 ce grand mouvement panafricaniste. Mais aussi, il y a par rapport à ce mouvement, il y a un point de départ, j'ai envie de dire, prophétique. Il y a une prophétie qui existerait. On peut en savoir davantage? Oui. Mon frère a écrit beaucoup là-dessus. En sa présence, je parlerai peu, sinon je le laisserai aborder ce point prophétique. Alors, entre deux choses, il pourra répondre à cette question. Il dispose de plus d'éléments que nous. Donc, nous venons circonscrire ce grand mouvement aux conséquences diplomatiques, économiques, politiques. Quand nous avons vu, nous avons le cas, il faut étudier le cas du Ghana, qui était le premier pays à ouvrir en termes de
de quantité, de chiffres, plus de 15 000 partant dans ce qu'on appelle la porte du non-retour. Ici, nous sommes en train de préparer, avec la bénédiction, l'expérience, la sagesse de nos gouvernants, la porte du retour de ces afro-descendants. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit, à ce niveau-là, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de foi, c'est la race noire. Et ce n'est pas un péché que d'en être fier et de s'y reconnaître. Donc nous plaçons autant bibliquement que historiquement, prophétiquement, ce grand mouvement dans le plan souverain de Dieu, dans sa gouvernance des nations. Ici, ce n'est pas l'affaire de l'Église, ça relève de l'africanité dont nous devrions être fiers. Tout à l'heure, nous reviendrons, Bible ouverte pour ce qui concerne le royaume de Dieu et l'Église. Ici, nous parlons Afrique, nous parlons Congo. Merci beaucoup. Pasteur, justement, revenir sur le point de départ prophétique. Oui, le point de départ prophétique. Évidemment, il y a plusieurs attaches prophétiques pour justifier ce moment de retour. C'est pourquoi nous sommes revenus plusieurs fois ici à la faveur de la sortie du livre Maintenant l'Afrique, déjà mettre la puce à l'oreille de nos gouvernants pour préparer ce retour, pour ne pas être comme pris de court, parce que c'est quelque chose qui a été prophétiquement. Et dernièrement, nous avons évoqué un texte. C'était le texte d'Ézéchiel au chapitre 29, le verset 13 à 14, par là. On parle du retour de l'Égypte vers le pays du Sud. Nous sommes donc ces pays du Sud, donc en particulier le pays de Patros. Il y a des versions qui parlent du Sud, il y a des versions qui parlent expressément de Patros. C'est bien de nous qu'il s'agit. L'Égypte dont il est question ici, c'est nous. Lorsque vous dites que c'est de nous qu'il s'agit, vous parlez du Congo, Brazzaville ou vous parlez Non, nous parlons du peuple noir en général. Le code Égypte, dans le contexte d'Ésaïe 19, 18 et dans le contexte d'Ézéchiel 29, typifie l'homme africain, parce qu'il n'existe pas une diaspora égyptienne des Fela qui compose les 80% de l'Égypte aujourd'hui, ou des Coptes qui composent les 20%. Vous ne verrez pas les Égyptiens comme ça aux Caraïbes, aux Amériques, ça n'existe pas. L'Égypte dont il est question dans Ézéchiel 29, c'est un code, c'est ça qui donne des couleurs au combat de Cheikh Anta Diop et du professeur Obenga qui nous a reçus il y a 2 jours avec l'apôtre Fila. Peut-être qu'on se trompe. Non, nous sommes en train de travailler avec l'apôtre de fil en aiguille, avec une complicité insoupçonnable, mais c'est un travail qui se fait de façon souterraine, sans faire du bruit. Tous les contacts... Sans faire du bruit, il y a aussi... il était prévu, vous en avez déjà parlé ici, oui, dans une émission, je vous Téléculture dans Studio 210, du 30 novembre au 1er décembre, je pense, il devait avoir un colloque du côté de Yaoundé ou de Douala, mais au Cameroun. Oui, c'est dans le cadre du même congrès qui va rassembler les 3 pays avec l'Amérique. Donc ça commence le 30 de ce mois. Logiquement, nous devrions être à Yaoundé du 30 jusqu'au 1er. Ça, c'est le premier congrès. Et du 13 jusqu'au 15, ça sera le tour de Kinshasa, le 2e congrès. Alors là-bas, les choses sont vraiment très avancées au niveau de la société civile et au niveau du gouvernement, parce qu'ils avaient communiqué assez tôt, ce qui n'est pas notre cas ici. Et donc ici, ça va avoir lieu à Luango du 20 au 23. Luango, c'est à Pointe-Noire, et j'étais heureux de voir hier sur Télé Congo le préfet du Kwilu qui est descendu à Luango pour aller faire comme une visite de routine sur le site. Ça nous rassure, parce que évidemment c'est ce site-là qui a été sollicité. Si jamais bien sûr le gouvernement accordait toutes les autorisations à leur arrivée, ça va se passer à Luango. Et la traversée de Kinshasa à Brazzaville, c'est prévu pour le 18 décembre. Ils vont s'arrêter ici pour saluer nos autorités. Ils ne vont pas aller à Luango sans s'arrêter, saluer les autorités politiques et peut-être communiquer avec le monde universitaire le 18 et le 19. On a pris certainement la route pour Pointe-Noire avec en arrière-plan la route des esclaves. Ça leur permet de découvrir notre pays,
tout au moins dans sa partie sud. Et une fois à Pointe-Noire, ça sera le vif du sujet. On va rentrer en plein dans la thématique du sujet et regarder la question sous l'angle mémoriel, l'angle culturel, l'angle touristique et aussi le côté affaires. Parce qu'ils viennent, rassurez-vous, avec aussi des hommes d'affaires, certainement que les nôtres ici sont préparés pour recevoir ceux qui viennent. Merci beaucoup, pasteur Serge Bienvenu Mbungu. Merci, apôtre Richard Fila Sainte-Eude. Dernière question, puisque nous sommes à la fin, il ne reste que 2 ou 3 minutes. Qu'est-ce qu'il en est? Question déjà posée ici en réalité. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui des conditions d'accueil? Est-ce que vous attendez toujours, dans ce contexte-là, le soutien du gouvernement? Parce que on fait du bruit, on parle de la communication, mais après ces gens vont commencer à venir en masse, à chercher des lopins de terre ici au Congo, à vouloir s'installer quelque part. En fait, les conditions d'accueil, comment vous les prévoyez? Non, nous n'allons pas nous mettre à la place du gouvernement. Le travail qui a été le nôtre, c'est le travail qu'on a fait avec l'aide du studio 210, qu'on a salué d'entrée de jeu. Ça, c'est notre travail en tant que citoyen, parce que nous avons tous suivi les élections dans ce pays. Un homme a été élu, il a promis de travailler avec tous les Congolais. On a suivi l'appel du ministre du Tourisme à la baie de Luango. C'était touchant de voir que cette baie a été menacée par les érosions. Et nous nous sommes mis dans la danse. Et aujourd'hui, il y a des gens qui s'intéressent au Congo, il y a des gens qui s'intéressent à investir au Congo. C'est maintenant à nos gouvernants d'en apprécier l'intérêt, parce que ce n'est pas à nous de délivrer les entrées au Congo. À la limite, nous, en tant que citoyens, nous allons tous participer à leur accueil. C'est quand même des Africains qui sont partis, vendus par nous, autochtones, si on peut s'exprimer ainsi. Et donc, s'ils reviennent, il faudrait déjà qu'on leur ouvre nos cœurs. Les églises, ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement. Il faudrait qu'on leur montre que ce sont des nôtres qui sont partis, qu'on est heureux de les recevoir. Chacun peut apporter qui un manioc, qui est du pain. C'est déjà ça, là. Parce qu'ils ne veulent pas venir ici se sentir étrangers, surtout pas ça. C'est ce qu'ils ont dit. Ils sont déjà assez étrangers aux Amériques, ils sont restés pourtant 4 siècles. Vous avez vu le cas de George Floyd, le 25 mai de l'année 2020. Donc, ils ne seront jamais aussi chez eux qu'ici en Afrique. Donc, il faut que nous nous préparions. Et le gouvernement, évidemment, est interpellé quant à l'effort dans la logistique à apporter et sur les financements à apporter pour que nous puissions lier, comme on dit, l'utile à l'agréable. Merci beaucoup. Un dernier mot, apôtre Fila. Oui. Nous comptons juste sur le sens de mémoire ethno-raciale ou du nationalisme noir qui est sollicité aujourd'hui auprès de nos dirigeants. Il est question de mémoire autant historique, et nous savons que nos dirigeants ont bel et bien cette fibre. Et donc nous savons compter sur leur diligence à cet effet. Et nous savons que ce mouvement ne leur est pas aussi nouveau. Nous savons qu'ils ont certainement plus que nous des données autant diplomatiques, historiques là-dessus. Ils sauront faire le relais ou diligenter cette grande attente au niveau national. Donc, c'est un appel, c'est sans dire qu'il y a l'Assemblée de l'ONU qui a déclaré il y a quelque temps, qui a proclamé 2014 à 2015-2024 comme la décennie des descendants ou des peuples afro-descendants. Donc, tout ce qui se passe actuellement, d'ailleurs selon l'ONU, entre 2014 et 2025, s'inscrit dans un ordre qui est très suivi. C'est une décennie à l'honneur des afro-descendants. Les afro-descendants, nous continuerons d'en parler dans Studio 210. Merci à vous, hommes de Dieu et hommes du peuple noir. Merci. Si vous On voulez. se retrouve à une prochaine occasion. Et tout de suite, le temps du réveil. Le thème, c'est les 4 dimensions du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Ah, excusez-moi. Les 4 dimensions du royaume de Dieu avec l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude.